Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Édition spéciale Ukraine, invasion russe de l'Ukraine. Nous sommes le vendredi, cette vidéo est diffusée à 14h30 heure de Paris. Je ne pense pas que les événements nous rattraperont, puisque notre analyse ici sera la plus structurelle possible. On essaiera d'éviter l'écume des vagues et l'émotionnel et essayer de dire des choses qui touchent le fond. Enfin, en tout cas, je l'espère. J'ai cette prétention et cette ambition pour nous tous aujourd'hui, ce vendredi. Première chose, c'est la fin de la pandémie. Ironie de l'histoire, c'est l'armée rouge, en guillemets, c'est un tank russe, c'est un char russe, ou un missile russe, si vous voulez, qui aura sifflé la fin de la récréation, la fin de la pandémie. Là, depuis 2 jours, nous n'avons plus peur du corona, nous avons peur de l'ours russe, nous avons peur de Poutine. Moi, je dirais tant mieux. Égoïstement, tant mieux. Grâce aux Russes, l'empire de Pfizer va s'effondrer. L'heure est arrivée maintenant de donner de l'argent, de détourner l'argent qui était donné à Pfizer. Maintenant, on va le donner à Lockheed Martin, à Boeing, à MBDA, à Dassault Aviation, à je ne sais quel fabricant d'armes. On me dirait c'est un hold-up. On ne change que la nature que celui qui commet le hold-up. Mais très sincèrement, après les abus du lobby pharmaceutique, je commence à avoir beaucoup de tendresse pour le complexe militaro-industriel. Donc, bye bye Corona, bye bye Big Pharma, welcome Lockheed Martin and Boeing. Bon, je rigole, mais bon, il faut tirer les conséquences de ce qui se passe. Ça m'étonnerait que M. Véran nous impose une 4e dose à cause de l'intervention russe. Voilà, je pense que là, le cirque Corona ne peut plus se dissimuler. C'est un cirque. Le cirque, maintenant, n'a plus aucune excuse. Quand tu vois les gens qui fuient de leur maison en Ukraine, quand tu vois les bombes qui tombent, les hélicos, tu te dis, ça, c'est un danger réel. Ce n'est pas le danger d'Omicron ou de n'importe quel... Voilà, là, on va sortir de notre hallucination collective. Alors, attendez-vous à des délires, hein, à des gens qui feront des rechutes ou à des gens qui feront d'autres délires. Vous savez, c'est la psychologie des foules. Tout le monde n'en sort pas indemne. Hein. Là, parmi nous, et parmi d'ailleurs les plus éduqués d'entre nous et les mieux lentis, vous aurez des gens qui peut-être se suicideront, enfin je l'espère pas, mais qui ne reviendront jamais dans la réalité ou qui troqueront le corona pour un autre fétiche. Peut-être qu'ils arrêteront de manger de la viande pour de bon, ou qu'ils arrêteront même de respirer de l'air. Vous aurez peut-être des gens qui feront de l'automutilation, qui se couperont le nez. Voilà, en disant que l'air de toute façon est mauvais, il est dangereux, et ils diront que comme les Russes ont pris de Tchernobyl, il y a un nuage radioactif sur l'Europe désormais, et ils arrêteront de respirer. Je suis dans l'humour, mais malheureusement, l'humanité est folle, et parmi les gens qui votent, il y a des fous, et parmi les gens qui nous gouvernent, il y a des fous. Donc, premier point, la fin du corona. Deuxième point, solidarité totale avec le peuple ukrainien, évidemment. Peuple ukrainien qui n'a que ses yeux pour pleurer, puisque à l'évidence, les Russes sont capables de l'écraser. Nous aussi, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Nous sommes devenus les spécialistes de l'indignation. Que peut la France pour l'Ukraine? Rien. Que peut Bernard-Henri Lévy pour l'Ukraine? Nada. Que peut les États-Unis pour l'Ukraine? Rien. Pourquoi? Eh bien parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, la France et l'Union européenne n'ont pas d'armée, ou n'ont plus d'armée. Bon, l'Allemagne n'a pas d'armée, la Hollande n'a pas d'armée, ne sait pas se battre, la Pologne n'a pas grand-chose, l'Italie, bon, vous connaissez le XXe siècle italien, il n'y a pas d'armée, l'Espagne, pas grand-chose, il y a un embryon, mais bon, pas suffisant. La France avait une armée, mais nous l'avons favelisée, devenue une favela, elle est sous-équipée. Il n'y a pas beaucoup d'équipements. Nous avons un peu de chaque. Il y a quelques tanks, il y a quelques avions, il y a quelques radars, mais la guerre, ça consomme beaucoup d'équipements. Et là où nous devrions avoir 10 000 unités, disons 10 000 tanks, nous n'en avons que 1000. Pourquoi nous n'avons pas les tanks? Nous n'avons pas les missiles? Parce que ça coûte cher. Et parce que nous mettons notre argent là où il ne faut pas le faire. Vous savez qu'on met entre 30 et 40 milliards d'euros par an dans la fraude sociale. Les cartes vitales qui n'existent pas. Vous savez, le financement de la vieillesse algérienne. Vous savez, la fraude sociale. Alors, immigrés ou pas, hein, il y a aussi la fraude sociale dans le peuple de souche. 30 à 40 milliards d'euros par an. Vous savez combien coûte un porte-avions? 4 milliards d'euros. Environ.
Ça peut être un peu plus, un peu moins. On sait le coût final d'un porte-avions quand il est prêt à livrer. 4 milliards d'euros, ça fait dire 10 porte-avions. Nous gaspillons l'équivalent de 10 porte-avions dans la fraude sociale. Même pas en France d'ailleurs. C'est ça notre. Nous mettons 1 milliard d'euros par an dans l'aide médicale aux étrangers, c'est-à-dire aux clandestins. 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an, ça fait de quoi acheter 5 rafales, tout équipé. Donc nous n'achetons pas les rafales, ou pas assez, et nous n'avons pas les porte-avions ou les tanks. Parce que nous mettons l'argent là où ça ne sert à rien. La politique de la ville, c'est 40 milliards d'euros depuis une trentaine d'années. Voilà, on aurait pu mettre ça dans d'autres choses, dans notre équipement militaire. Ça, c'est la France. Hein. L'Europe, je vous en ai parlé. L'OTAN n'existe pas parce que l'OTAN, c'est une coquille vide. Il y a des procédures, il y a des manœuvres et des exercices, mais il n'y a pas de cojones, il n'y a pas de virilité. La guerre, c'est une histoire de foi. Il faut vouloir vivre pour une cause. Qui va se tuer pour vivre? Qui va perdre la vie pour l'OTAN? Personne. Alors évidemment, quand on va bombarder des talibans, c'est-à-dire des zones préhistoriques, c'est facile de le faire au nom de l'OTAN. On ne les voit même pas, c'est le drone qui bombarde. Ou c'est les forces spéciales qui vont au contact, comme on dit chez les militaires. C'est loin l'Afghanistan. Quand on bombarde les Serbes avec des F-16, pourquoi pas? C'est facile, ils n'ont pas de défense antiaérienne. Ils ne peuvent pas nous rendre les coups. Là, les Russes, ils vont rendre les coups. Et là, je ne vois pas grand monde vouloir se battre sous le drapeau de l'OTAN, comme sous le drapeau de l'Union européenne. Le drapeau de l'Union européenne me rappelle une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Vous savez, un label de qualité. Qui est prêt à donner la vie pour un label de qualité? Personne, même pas les bourguignons pour le vin. Faut pas déconner. Les Américains, eux aussi, ils sont impuissants. Parce que ça, je raconte ce que je lis dans les blogs militaires américains. Hein, c'est de l'information publique. Les Américains, ils ont fait 40 ans, 40 ans peut-être pas. Depuis 20 ans, ils déconnent aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux erreurs. Après, c'est facile de juger. Ils ont fait plaisir au lobby industriel, au complexe militaire industriel, en achetant toutes les babioles qui sortent. C'est-à-dire qu'ils ont sous-traité leur stratégie militaire d'équipement, d'achat. Ils l'ont mis entre les mains des fabricants d'armes. Donc, ils les ont gavés de gadgets. Certains gadgets étant utiles, mais il manque un fil conducteur. Ce qui fait que les Américains aujourd'hui n'ont pas, un peu comme les Français, ils n'ont pas les équipements, ils ont de tout. Tu as une espèce de musée de l'armement, musée futuriste de l'armement. Il y a tout, la guerre des étoiles. Ils peuvent faire toutes les guerres. La guerre des étoiles, la guerre cybernétique, la guerre spatiale, tout ça. Mais ils n'ont pas la profondeur du stock qui permet de tenir le coup un an face aux Russes, par exemple. Et là, la guerre avec les Russes, c'est une guerre de pair à pair, peer-to-peer. Ce n'est pas les talibans, ce n'est pas les Touaregs du Sahel. Hein. Les Russes ne font pas la guerre avec des motos ou des Toyota, c'est autre chose, c'est plus sérieux. Ça relativise d'ailleurs le danger Daesh et Al-Qaïda. Deuxième point, les Américains font la guerre contre la guérilla depuis 20 ans, de l'Irak en Afghanistan. Et ça, ce n'est pas une critique. Moi, j'aime beaucoup cette guerre contre-insurrectionnelle. Eh bien, ils se sont équipés pour. Donc, ils ne sont pas équipés, effectivement, ils ne sont pas équipés pour vaincre les Russes. Ils sont équipés pour mettre pour donner des claques à Al-Qaïda. Donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils auront du mal à tenir le coup face aux Russes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre la guerre, s'ils la font. Ça veut dire qu'ils auront beaucoup de pertes. Est-ce que M. Biden est prêt à avoir des pertes? Parce que pour justifier au peuple américain qu'il y a des pertes, que vous avez des otages, des prisonniers américains pris par les Russes, il faut être un vrai homme politique. Or, M. Biden n'est pas un homme politique. C'est une création de... Bon, c'est M. Biden. Donc, il suffit de le voir pour comprendre ce que je dis là. Donc, nous sommes impuissants. Donc, nous n'avons, par rapport au peuple ukrainien, que l'indignation d'une pleureuse. Vous savez, les pleureuses chez moi au Maroc qui se griffent le visage pour pleurer. Alors, elles peuvent pleurer 10 morts par jour, 10 défunts par jour. Pour elles, ce qui compte, c'est pleurer. Et notre politique, notre établissement de politique est devenu une machine à s'indigner. C'est des clones de BHL. Ils s'indignent, parce que nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants. Donc, pauvre peuple ukrainien qui ne sera pas défendu. Notre impuissance, elle n'est pas seulement sur le matériel, elle est aussi au niveau de l'influence. C'est-à-dire que nous n'avons plus aucune capacité de dissuasion. Reprenons le raisonnement, la France, l'Europe, puis les États-Unis. La France et l'Europe. Le président Macron, il s'exhibe auprès de délinquants torse nu, pleins de sueur, dans les Antilles françaises. Cette photo, les Russes l'ont vue. Comment tu veux dissuader un mec comme Poutine ou Erdogan quand tu te dégrades toi-même à ce point? Monsieur Macron, Madame Macron,
on font des rave parties à l'Élysée pour la fête de la musique avec des mecs, je sais pas moi, des transsexuels presque à poil. Cette photo a été vue par M. Poutine, M. Erdogan. Je cite les gens qui nous font peur. Bah oui, mais après, quand tu fais ça, quand tu commets ces bêtises-là, tu viens pas pleurer quand les Russes t'attaquent. L'Union européenne, il n'y a pas de souveraineté européenne, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de défense européenne. L'Union européenne n'est pas sur les bons sujets. Les Russes savent lire l'anglais. Poutine parle l'allemand, parle très bien l'allemand. Donc ils suivent ce qui se passe en Europe. Ils voient très bien que l'Europe est en le hors-sujet permanent. Nous passons plus de temps à accueillir les immigrés qu'à défendre notre propre peuple. Ça se voit. Les Allemands ont vu que les femmes allemandes se sont fait violer à Cologne en 2016 et que Mme Merkel n'a rien fait. Et les Russes ont vu que les femmes milanaises se sont fait agresser sexuellement ce réveillon, le dernier réveillon, et que les Européens, les Italiens n'ont rien fait. Donc un peuple qui n'est pas capable de défendre ses femmes, eh bien, il ne va pas défendre ses amis en Ukraine. Vous savez, il y a une continuité historique, il y a une continuité de la vie. La vie n'est pas saucissonnée. Je mets en lumière cette histoire d'immigrés et de notre souveraineté, ce sujet-là, parce que les gens, ça les impressionne en dehors de l'Europe. Les gens sont sidérés par l'impuissance de l'Europe. C'est pour ça qu'ils vous attaquent. Parce que vous êtes devenus dingos. Non seulement vous avez des tocards au gouvernement, vous êtes devenus dingos, collectivement dingos. Eh bien, un dingo, c'est un faible. Et la faiblesse attire l'agression. Enfin, quand même, il faut voir ce qu'est devenu l'Occident. On passe plus de temps à parler du changement de sexe de nos enfants qu'à parler de notre prospérité, de notre industrie. Enfin, quand même, mettez-vous dans la peau d'un Chinois ou d'un Indonésien. Oublions les Russes 5 minutes. Quand tu vois le débat politique, le débat social en Occident, c'est est-ce qu'un gamin doit changer de sexe? Mais attends, mais c'est un appel à l'agression. Même un Tchétchène du haut de son Caucase peut se sentir les ailes poussées pour venir attaquer l'Europe parce que c'est une terre à prendre. C'est des dingos. Voilà. Donc, nous n'avons plus de pouvoir d'influence. Les Américains non plus, avec M. Biden, il est ce qu'il est. Avec Black Lives Matter qui détruit les villes américaines et les Américains ne font rien, bah, tu te dis, ces gens sont finis, ils sont dingos. Ils sont dingos. Donc voilà, donc il ne faut pas en vouloir tellement. Bon, il faut en vouloir aux Russes parce qu'ils se comportent mal, à Poutine, parce qu'ils se comportent mal. Mais il faut aussi les comprendre. Leur motif réel, c'est notre faiblesse. Alors moi, je ne crois pas, je peux me tromper, à l'idée que les Russes se sentent persécutés. Franchement, les Russes n'ont pas peur de l'OTAN. C'est une pause. C'est du théâtre. Tout le monde joue là. Tout le monde fait du théâtre. À part peut-être les Ukrainiens qui se font massacrer. Les Russes n'ont pas peur de l'OTAN. Franchement, tu vois Macron avec les mecs là en Martinique ou en Guadeloupe, tu n'as pas peur de lui. Tu as de la peine pour lui. Tu vois le gouvernement français, enfin, tu as de la peine pour eux. Tu vois Hollywood avec je sais pas, 007 va devenir une femme. Superman est devenu LGBT. Enfin, j'ai rien contre les LGBT, contre les droits des homosexuels. Vous connaissez ma ligne. Je suis pour tous ces droits-là. Mais le signal que nous envoyons à un monde qui n'a pas changé est désastreux. Le monde n'est pas LGBT. Le monde n'est pas arc-en-ciel. Le monde n'est pas féministe. Le monde n'est pas féminisé. Le monde est toujours le même. Nous sommes sortis de l'histoire nous-mêmes. Nous avons pris la décision unilatérale, nous l'Occident, de sortir de l'histoire. Mais eux, les Russes ne sont pas sortis de l'histoire. Les Turcs ne sont pas sortis de l'histoire. Les Chinois, les Indonésiens, les Malaisiens, les Pakistanais ne sont pas sortis de l'histoire. Donc, on va payer le prix. C'est nous qui les attirons vers nous. C'est nous qui attirons l'agression. Bon, alors, donc, il n'y a pas de syndrome de persécution chez les Russes. Ils profitent de notre faiblesse. Alors, ils vont surjouer l'OTAN, tout ça. Franchement, quiconque a vu des soldats hollandais ou des soldats allemands ne peut pas ressentir de danger. Nous sommes risibles. Nous sommes risibles. Nous sommes risibles. C'est ça, nous sommes joke. Nous sommes une blague. L'Occident est collectivement devenu une blague. Sachant que tout ça s'inscrit dans le cirque du corona. Ça fait 2 ans que nous mettons en scène notre impuissance et notre futilité. Nous sommes infantiles. Nous avons pété un câble. Enfin, quand même,
Nous nous sommes terrés, jeunesse inclus. Nous avons ruiné notre économie pour un petit virus parce qu'il tue. Eh bien, imaginez-vous les Français de 1941-42, les résistants. Si les résistants réfléchissaient comme nous, ils n'auraient pas résisté aux Allemands parce que le nazisme tue. Ils ont quand même eu les Panzer-Division face à eux, les maquisards du Vercors. Heureusement qu'ils n'ont pas pensé comme nous. Heureusement qu'ils ne sont pas terrés dans une caverne. Heureusement qu'ils ont pris des risques. Sinon, nous serions tous, je ne sais pas quoi, morts ou dans un camp de concentration. Nous avons donné la preuve au monde que nous sommes des pouilles, enfin, je ne sais pas comment on dit, nous sommes rien. Nous sommes vides. Nous sommes des enfants. Eh bien, les Russes n'ont pas peur de ça. Ils nous méprisent. Ils nous attaquent parce qu'ils nous méprisent, pas parce qu'ils ont peur de nous. Et bien sûr, les Russes n'étant pas bêtes, ils vont mettre en scène le fait qu'ils ont peur de nous. C'est comme nous qui accueillons tous les migrants de la Terre et nous disons que nous le faisons au nom de l'accueil et des droits de l'homme. Non, c'est faux. Nous le faisons parce qu'ils accélèrent notre décomposition, parce qu'ils accélèrent notre mort, parce que notre pulsion vitale, notre pulsion principale aujourd'hui, c'est la mort, c'est la dégradation. Donc nous savons que cette civilisation islamique, maghrébine, africaine que nous accueillons, tchétchène, pakistanaise, elle va accélérer notre mort. C'est pour ça que nous le faisons. Mais nous dissimulons. Nous sommes des travestis. Tout le monde fait du travestissement aujourd'hui. Nous, on dit que c'est les droits de l'homme. Et les Russes disent, voilà, c'est l'OTAN. L'OTAN est risible. Risible. Surtout pour un Russe qui a l'arme nucléaire. Bon. Maintenant, essayons d'ouvrir un petit peu sur l'avenir. Alors l'avenir, il n'est pas si bouché que ça. Permettez-moi de prendre un peu de café. L'avenir n'est pas si bouché que ça. D'abord, les Russes commettent une immense bêtise parce qu'ils s'attaquent aux hommes blancs, aux Européens, alors que leur ennemi vital, c'est la Chine. En Sibérie, il y a une frontière avec la Chine. Du côté chinois, il y a 300 millions de Chinois. Du côté de la Sibérie chinoise, hein, de cet espace-là. Du côté russe, il y a 20 millions. Donc les Russes, ils ont la trouille des Chinois, pas de nous. Ils ont besoin Ils n'aiment pas les Chinois. Ils ont un peu de racisme. Ce n'est pas des peuples ouverts. Le peuple ouvert, c'est la France. Alors là, message aux indigénistes, il n'y a pas plus ouvert que la France. Les Russes, essayez de leur dire l'indigénisme. Voilà. Essayez d'être Chinois en Russie. Ou d'être Africain en Russie. Bon courage. Bon. Donc les Russes, ils n'aiment pas les Chinois déjà. C'est un problème culturel, racial, civilisationnel. Ensuite, ils ont des raisons de ne pas les aimer. Des problèmes démographiques. Ensuite, les Russes, ils ont comment dirais-je, ils ont un traumatisme ou une pulsion par rapport à l'Est. Ils sont tiraillés entre l'Est et l'Ouest parce que la vitalité russe, elle vient de l'Est. Les grandes invasions, les grands envahisseurs, le peuple de la steppe, un peuple viril, un peuple libre, ça traverse l'âme russe. Donc les Russes, ils sont fascinés par l'Est. Et ça, c'est bien parce que nous ne connaissons plus l'Est. Les Russes, ils ont peur de l'Est, mais ils l'aiment bien, ils le pratiquent. C'est les peuples de la steppe. Kazakhstan, Irkoutsk, enfin, je ne suis pas un spécialiste de la Russie. Mais c'est ça l'âme russe. Nous ne connaissons plus l'Est. Donc, c'est quand même bête que les Russes et les Européens se disputent, alors que nous avons tellement de choses à agréger. Ensemble, il est impossible de nous battre. L'Europe de l'Ouest et la Russie. Je ne vous ferai pas le laïus sur les complémentarités entre ces deux plaques. C'est quand même dommage que l'homme blanc fasse une guerre civile en 2022. Alors je ne sais pas si on ira à la Troisième Guerre mondiale, je ne l'espère pas. Mais bon, c'est quand même dommage. L'ennemi, c'est la Chine. Enfin, le rival, c'est la Chine. Un peu la Turquie. Le monde islamique qui prend la Méditerranée. L'Afrique qui a 1,5 milliard. L'Afrique, c'est pas l'ennemi, c'est un rival. Un rival malgré elle, parce qu'il n'y a pas d'impérialisme africain. Il y a juste une Afrique qui explose et qui va nous amener ses problèmes. Bon, on peut en discuter, vous pouvez ne pas être d'accord. Et donc, sur tous ces rivaux-là, tous ces défis-là stratégiques, eh bien, nous sommes à zéro, nous sommes perdus, nous sommes hors sujet parce que nous faisons la guerre et les Russes nous font la guerre, nous faisons la guerre aux Russes. Vous me direz, ce n'est pas la première fois que l'homme blanc se divise, se massacre. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est vrai. Mais à l'époque, nous étions l'homme blanc. Enfin, moi, je ne suis pas blanc, mais peu importe, je suis européen de civilisation. L'homme blanc l'Europe était le cœur du monde, comme on dit en arabe, Dunya, la mer du monde. Les Égyptiens aimaient dire à l'époque qu'ils étaient Dunya, la mer du monde. Dunya, c'est le monde. L'Europe, c'était Dunya, c'était le centre du monde. Démographiquement, culturellement, politiquement, économiquement. Là, l'Europe est devenue marginale. Elle n'est pas terminée.
L'Europe, ça reste le cœur de... Elle est un des cœurs battants, comme dirait un journaliste, hein, un des corps battants de la mondialisation. Mais quand même, c'est plus que c'était. Donc, ça, c'est inquiétant. Par contre, ce qui me donne de l'espoir, c'est que grâce aux Russes, je pense que nous allons prendre une raclée, parce que les Américains ne feront rien, Macron ne fera rien, Van der Leyen ne fera rien, elle est meilleure pour négocier, enfin elle est bonne à rien, parce qu'elle ne sait même pas négocier avec Pfizer. Quand elle touche quelque chose, elle le pourrit. C'est cette génération, j'appelle la génération fléau. Pfizer vendait ses vaccins à 15 euros, Van der Leyen s'y met, Pfizer nous vend les vaccins à 20 euros. Donc Van der Leyen, tout ça, Charles Michel, tout ça, ils ne feront rien. Nous allons sortir humiliés de cette affaire ukrainienne. Eh bien, c'est une claque qui est bienvenue. Nous avions besoin de cette claque. D'abord pour sortir du corona, sortir de ce délire collectif. La deuxième claque, j'espère qu'elle fera déguerpir cette élite de racailles que nous avons. C'est comme en 1939, vous savez, c'est l'invasion hitlérienne qui a fait partir le Front populaire. De Gaulle a eu son moment historique, entre guillemets, grâce à la débâcle du général Gamelin en juillet 40. Sans Hitler, il n'y aurait pas eu de Gaulle. Hein. Sans la défaite du Front populaire, sans l'effondrement de l'armée française en juillet 40, il n'y aurait pas eu de Gaulle. Il n'y aurait pas eu Leclerc. Je vous rappelle que Leclerc était un obscur officier de l'armée française en Afrique. Je crois qu'il était au Tchad ou je ne sais où, en Centrafrique. Hein. Leclerc, il s'est autopromu colonel pendant l'invasion, je crois qu'il a envahi l'Éthiopie. Ouais, heureusement qu'on a eu la claque de juillet 40, la débâcle de mai-juin 40. Heureusement qu'il y a eu ça. Parce que sinon, vous auriez eu les mêmes élites faillies qui ont mis la France dans le trou, qui n'ont pas compris l'importance de l'aviation, qui n'ont pas compris l'importance des chars, qui ont fait la ligne Maginot, voilà. Heureusement, dans un sens. Donc, c'est grâce à ce renouvellement-là des élites, fait dans la douleur, qu'il y a eu les 30 Glorieuses, qu'il y a eu le programme du Conseil national de la résistance, qu'on a eu la sécurité sociale, qu'on a eu le Concorde, parce qu'on a libéré des énergies qui étaient confinées par les imbéciles qui étaient au pouvoir avant 1939. Bon, je dis les imbéciles, je suis très méchant, et je n'ai pas le droit de les juger, qui suis-je? Mais vous m'avez compris. Donc j'espère que, pour être très clair, j'espère que Poutine nous mettra une raclée, que nos chefs démotivés, démoralisés ou chassés par la rue prendront leur retraite dorée à Dubaï, parce qu'ils iront chez leur maître, ou à Doha, je les vois, ou j'allais dire à Marrakech. Voilà. Et qu'ils laisseront la place à des nouvelles élites. La France, l'Occident a besoin d'air. Nous avons besoin d'air, les mecs. Ça sent le renfermer. Macron a beau être jeune, il sent le renfermer. C'est la moisissure. Quand je vois ce gouvernement français, avec les jeunes et les moins jeunes, de Bruno Le Maire à Castex, je vois la moisissure. Ça sent le moisi. Il faut aérer, il faut aseptiser tout ça. Et rien de mieux qu'une belle défaite avec qu'on prenne des claques, parce que par la voie démocratique, nous n'y arrivons pas. Macron est très difficile à chasser du château, parce que vous voyez bien les parrainages. Ils ont verrouillé le système. Donc, il ne nous reste plus que l'ennemi extérieur pour nous chasser cela. Et moi, je ne souhaite pas que des morts dans l'armée française, mais je fais de l'analyse historique. L'histoire est comme ça. Il y a des crises donnent certaines opportunités. Et ça me rappelle, et je voudrais conclure sur ça, quand Nasser, j'aime beaucoup Nasser, moi je préfère Sadat. Nasser était trop socialiste à mon goût, il était trop bon, c'est un grand monsieur, hein. Mais je préfère Sadat, je suis réellement admiratif et je suis en communion avec l'arabe de Sadat, la manière avec laquelle il parlait l'arabe classique. Sadat qui est d'ailleurs un noir, hein, sa mère était soudanaise. Comme quoi l'islam est une force d'assimilation. Nous, l'oubliez jamais, l'islam est une machine à assimiler. Son père était blanc, un Égyptien, était facteur, et sa mère était noire, nubienne, dans la vallée du Nil. Et Sadat, l'homme du peuple, est devenu président d'Égypte. Sadat qui était fasciné par le nazisme. D'ailleurs, il est mort dans un uniforme, magnifique uniforme, inspiré de la Wehrmacht. Sadat, un arabe noir, musulman, et qui a fait la paix avec Israël. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la richesse du caractère. C'est ce que n'a pas M. Macron, M. Castex ou M. Darmanin, M. Attal. Ce sont des gens qui sont comme du papier A4. On a vite fait le tour. Sadat, c'était pas un nazi, mais il était fasciné par l'esthétique nazie.
Il faisait faire ses uniformes inspirés par ça. Vous voyez ces uniformes, vous croyez à la Wehrmacht. Alors avec sa bosse du musulman qui prie et sa couleur magnifique noire. Enfin bon. Donc, pourquoi je vous parlais de Sadat? Là, je fais une digression. Quand Nasser a pris une raclée par Israël en 67, les frères musulmans d'Égypte ont applaudi. Et le grand cher Kishk, qui était un salafiste, bon, un fanatique, il a fait la fête. Il travaillait par des cassettes. À l'époque, il n'y avait pas de podcast, mais il y avait des cassettes distribuées dans toute l'Égypte, qui étaient copiées comme ça et distribuées en sous-main. Et il a presque dit merci aux Israéliens d'avoir donné une raclée à l'Égypte socialiste, aux sécularistes, aux laïcards. Parce que ça prouve que hors de l'islam, il n'y a pas de salut. Les frères musulmans d'Égypte ont applaudi Israël quand elle a mis une raclée aux Égyptiens en 67, la guerre des 6 jours. Alors c'est de la trahison, mais c'est aussi du sens politique, c'est-à-dire que le message a été passé fort et clair. D'où d'ailleurs Sadat, qui a pris le pouvoir en 70-71 à la mort de Nasser, il est redevenu musulman. Il a dit hors de l'islam, il n'y a pas de politique. Eh bien, moi je dis pour le contexte européen, je ne dis pas hors de l'islam, il n'y a pas de politique, ce serait ridicule. L'islam n'est pas européen, ne le sera jamais. Mais je dis hors de la souveraineté, hors du sérieux, il n'y a pas de politique. Je dis hors de la puissance, eh bien, il n'y a pas de salut. Et donc je dis, moi j'applaudis ce geste de Poutine. J'espère qu'il nous donnera des claques. Enfin, j'espère qu'il ne nous cassera pas la tête quand même, qu'il ne nous coupera pas la tête. Mais j'espère que cette humiliation qui s'annonce apparemment, qui se profile, eh bien, j'espère qu'elle sera pour nous notre guerre des 6 jours. Parce que les Égyptiens, ils ont perdu la guerre des 6 jours, mais en octobre 73, l'armée égyptienne, toute seule, elle a quand même sorti les Israéliens du Sinaï et les a obligés à négocier. L'armée du musulman noir Sadat, fils du peuple, avec le grand général, alors j'ai oublié son nom, en plus il était beau garçon, Soleiman, le patron de l'armée égyptienne. Je crois qu'il est le patron qui a la campagne. Voilà l'Égypte. S'il n'y avait pas eu 67, il n'y aurait pas eu 73. Et s'il n'y avait pas eu 73, il n'y aurait pas eu la paix de Camp David de 78, où les Égyptiens ont fait la paix avec Israël 40 ans avant les autres Arabes, les autres pays arabes. Enfin, Hassan II voulait faire la paix, mais bon, il était bloqué par la gauche et la gauche marocaine qui ne voulait pas. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, merci, Monsieur Poutine. Je ne sais pas comment on dit merci Poutine en russe, mais je dis merci, Monsieur Poutine. Je dis ça et ma phrase finale sera quand même, hein, prions, et je ne dis pas ça pour faire plaisir, pour faire ma pause, prions pour le peuple ukrainien, parce que les images que nous recevons ne sont pas agréables du tout. Mais pensons un peu à nous, parce que chacun pense à soi. Si M. Macron et M. Darmanin et M. BHL sont sortis d'histoire, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas sorti d'histoire, vous non plus. Donc chaque peuple a des intérêts. Et il a une vocation. Notre intérêt, défendre la France. D'accord ? Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut replacer l'histoire ukrainienne. C'est cette invasion-là. Il faut qu'elle nous serve de réveil. Et chaque peuple a une vocation. Ben, nous n'avons pas la vocation d'être le larbin des Américains, ni des Turcs, ni des Maghrébins, et nous n'avons pas la vocation d'être un peuple africanisé, ni islamisé. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne mélange pas les pinceaux. J'essaie de faire une analyse qui nous soit utile. Parce que s'indigner, comme dit très bien Michel Onfray, même un enfant s'indigne. Mais ce qu'on attend d'un homme politique et d'un preneur de décision, c'est de donner, comme dit mon ami François Bert, le discernement. C'est quel est ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est nos intérêts, notre vocation. S'indigner, ben, il y a toujours des journalistes, on dirait mes amis, hein, bien gaulés chez France Télévisions ou à LCI qui vont faire la pause. Voilà, avec le décolleté qui va bien. Mais ça, on n'a pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, ni d'un homme politique pour ça. Les journalistes le font très bien. Allez, bon week-end.